Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo. Tchin tchin. Il est bon de vous retrouver pour ce rendez-vous annuel de la rentrée littéraire. J'avoue que cette année, je me la suis pris un peu plus à la cool que les autres années. J'ai pas regardé le nombre de livres qui sont sortis, j'ai pas regardé la proportion de livres français, étrangers, j'ai pas fait de stats, rien fait du tout. J'ai juste demandé quelques livres à mes éditeurs préférés. Depuis fin juin, début juillet, je m'y suis pris très tard cette année. Cette vidéo sera sûrement en deux parties. Je vais continuer à lire des livres de la rentrée littéraire car nous sommes que le 22 août et seulement les premiers livres sont sortis pour l'instant. D'autres arrivent dans les étals. Et je vous ai donc fait une petite sélection de 15 livres que j'ai lus et que je vais vous chroniquer. Je les ai classés par différentes catégories en fonction de leur genre, de leur écriture, etc. Et on va commencer tout de suite pour décortiquer cette rentrée littéraire 2024 tous ensemble. J'adore les premiers romans. C'est un peu ce qui fait la sève de ma rentrée littéraire, c'est découvrir de nouveaux auteurs, découvrir de nouveaux univers, être embarqué avec eux dans leur première œuvre de fiction. Très souvent, j'ai des bonnes surprises avec les premiers romans. Et cette année ne déroge pas à la règle car j'ai lu 4 premiers romans et j'ai adoré les 4 que j'ai lus. En premier lieu, j'aimerais vous parler de Demi-volée de Chetna Maroo. Chetna Maroo, c'est une autrice qui est britanno-indienne, indo-britannique, je ne sais pas dans quel sens dire, en tout cas elle habite en Grande-Bretagne mais elle est d'origine indienne. Et elle a donc publié l'année dernière Demi-volée, traduit chez nous cette année aux éditions d'Alva, qui est un roman qui parle de sport. Alors je suis pas du tout intéressé par le sport, c'est vraiment pas quelque chose qui m'anime dans ma vie de tous les jours, je ne suis pas la personne la plus sportive de l'univers, loin de là. Et pourtant le résumé m'a intrigué, parce que l'on va suivre Gopi, qui va se mettre au squash. Gopi est la cadette d'une fratrie de 3, elle a 2 sœurs aînées et elle vit avec son père suite au décès de leur mère. Leur mère est décédée de façon assez abrupte et donc ils se retrouvent tous les 4 un peu esseulés. Pour essayer de combattre ce deuil qui est présent et qu'on retrouve partout dans la maison, le père inscrit ses enfants au squash et il va les emmener sur les terrains. Très vite, on va se rendre compte que c'est Gopi qui a le plus de talent et qui pourrait peut-être un jour faire carrière dans le squash. Donc, tous les espoirs de la famille se concentrent sur Gopi et tout le monde est un peu autour d'elle, la prend sous son aile, l'emmène régulièrement au squash, va la soutenir lors des matchs, l'aide à acheter sa première raquette, etc. Donc c'est vraiment ce petit clan familial qui se ressoude après un décès assez brutal autour d'une des 3 filles et autour du sport. Les 2 autres sœurs ne sont pas totalement délaissées par leur père, le père est quand même très présent pour les 3 filles, mais il y a quand même un petit consensus qui se fait autour de Gopi. J'attendais pas grand chose de ce roman parce que comme je vous le dis, je suis pas un fan de sport, il est pas très long, je crois qu'il fait 210 pages, 200 pages, je m'étais dit pourquoi pas, on va essayer, à chaque fois, tous les ans, je lis un livre de chez Dalva et j'ai toujours une bonne surprise. Et ben ça n'a pas manqué. Cette histoire qui est quand même assez banale, on est juste avec une famille en banlieue londonienne qui fait du squash, rien d'aventureux, rien de fou. Elle marque, elle fait mouche parce que l'autrice, même si elle n'est pas dans le romanesque, même si elle n'est pas dans l'épique, arrive grâce à des mots assez simples à nous toucher chacun de nous par cette sororité qui se construit entre les 3 filles, par l'amour filial du père envers la petite Gopi, par l'amour du sport de Gopi, par la façon dont elle arrive à faire son deuil à travers cette nouvelle passion qu'elle se découvre. C'est surtout la finesse des sentiments qui sont décrits plutôt que la langue ou l'aventure qui marque dans le roman. C'est une excellente lecture, un très bon premier roman, et je suis même étonné parce que parfois, on a des matchs de squash qui sont décrits, et surtout le dernier match, j'étais vraiment très pris dedans. C'est un match qui a quand même un enjeu assez important dans la carrière de la petite fille, et donc du coup, je me suis pris comme quand je regardais les JO, quoi. J'étais à fond dedans, j'avais envie qu'elle marque ses points, j'avais envie que l'autre rate, fasse des fautes. En tout cas, ce dernier match était très prenant. Un autre premier roman que j'ai adoré, c'est Reprendre corps de Deborah Coste, publié aux éditions Globe. Ce premier roman, j'en attendais beaucoup, il est très court, il fait 160 pages, et c'est une thématique qui m'intéresse grandement, la thématique du travail du sexe. Ce n'est pas le seul roman de cette rentrée que j'ai lu autour du travail du sexe, mais c'est celui qui m'a le plus marqué, le plus touché. En gros, je pense que c'est autobiographique. Deborah Coste souffre de maladie, de dépression, elle n'arrive plus à sortir de chez elle, elle n'arrive plus à travailler, et donc elle se met à devenir camgirl. Les camgirls, ce sont ces femmes qui tarifent des relations sexuelles virtuelles à des hommes, en vivent ou en tout cas essayent d'en vivre, car on va voir à travers ce roman toute la précarité du travail du sexe. De fil en aiguille, de camgirl, elle devient prostituée, escort girl, elle va toujours plus loin dans la vente de son corps, dans l'utilisation de son corps comme
outil de production, presque, hein, comme service rendu. Et c'est vraiment cette... Alors, c'est pas forcément une descente en enfer, mais si, un peu quand même, cette volonté d'aller toujours plus loin qui est décrite à travers les mots de Deborah Coste. Ce sont des paragraphes très courts, des textes, des chapitres très courts, parfois à peine une page, une demi-page, des petites réflexions qui sont faites comme ça. C'est un texte qui est coup de poing, j'aime pas trop cette expression, mais là c'est vrai qu'elle est plutôt à propos. C'est percutant, l'autrice n'a aucun tabou, alors que c'est un métier qui est toujours très tabou, alors que ce sont des pratiques que l'on essaye de cacher, de glisser sous le tapis, autant pour les personnes qui le pratiquent que les personnes qui consomment les services des travailleurs du sexe. Donc c'est très intéressant de le voir du point de vue de l'autrice qui elle-même l'a pratiqué ou le pratique encore, je ne me rappelle plus exactement. J'ai complètement embarqué, j'arrivais pas à lâcher le livre, chaque mot me marquait, chaque phrase était importante. Dépasser ce tabou et cette honte, c'est un peu ce que Deborah Coste fait avec brio, avec le roman, parce que c'est l'évolution finale de ce dépassement de tabou. Elle s'offre elle-même totalement, encore plus que d'habitude. En tant que travailleur du sexe, elle a l'habitude de s'oublier, de se négationner, non? Enfin, de faire abstraction de son propre corps, de son propre ressenti, de soi, faire abstraction de soi. Et avec ce roman, elle n'a pas le choix, en fait, elle balance tout, elle ouvre la digue et elle s'offre à tout le monde et plus seulement les personnes avec qui elle a des rapports. Donc, c'est assez violent, c'est assez cru, elle y va pas avec le dos de la cuillère, elle y va franchement, et c'est ce qu'on lui demande avec ce texte, c'est ce que j'en attendais et j'ai adoré. Aux éditions du Sous-Sol, j'ai lu Mythologie du calibre 12 de Célestin de Méhus, qui est un auteur belge. Je l'ai pris parce qu'au résumé, j'avais vraiment l'impression de lire un peu le résumé de Kérosène de Adeline Dieudonné. J'aime beaucoup les romans d'Adeline Dieudonné, je n'ai pas lu son dernier, mais j'avais adoré La Vraie Vie. J'ai également beaucoup apprécié Kérosène, justement, et je relirai Reste un jour. Mais il y avait cette ambiance-là. Adeline Dieudonné est belge en plus, je ne sais pas si c'est une thématique chez les auteurs belges, ou en tout cas une ambiance qui est propice, mais on avait l'air d'être dans un roman hyper noir. On nous décrit une soirée d'été, un peu chaude, un peu lancinante, on ne sait pas trop ce qui va s'y passer. Il y a un jeune garçon sur un muret qui fume sa clope et il attend que le temps passe, c'est un ado, il a 18 ans, voilà. Et on a un homme qui est dans sa voiture, qui rentre chez lui après une journée de boulot un peu merdique. Et tout reste à écrire, tout reste à faire. Que va nous raconter Célestin de Méhus entre ces deux personnes? Vont-ils se rencontrer? Si oui, comment? Dans quelles circonstances? Est-ce que ce climat un peu lourd et étouffant de cette soirée d'été pleine d'ennui va avoir un impact sur la rencontre de ces deux hommes? C'est tout ce qu'on a à découvrir dans les courtes 200 pages que compose le roman. Et j'ai adoré. En fait, il prend le parti d'opposer les deux voix, la voix de cet homme dans sa voiture qui rentre du boulot et la voix de cet ado qui est sur son muret en train de fumer sa clope. Chaque chapitre alterne la narration, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. C'est comme un flux de pensée, on est dans la tête des protagonistes, il n'y a pas de discours direct, c'est du discours indirect tout le temps, ou presque. On est enfermé avec ces deux personnages. On est enfermé dans leur tête, on est enfermé dans leur vie qui est aussi très 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 resserrée. C'est presque comme si ce bouquin était une prison, leur propre prison. On est derrière les mêmes barreaux qu'eux et on n'a pas le choix de passer la soirée avec eux, d'attendre que le temps passe avec eux, de d'écouler cet ennui comme eux ils le font. Donc ils fument une clope, puis ils fument un pétard, puis ils fument une bière, puis après il se lève de son muret, il rejoint un pote, ils vont se balader en forêt. Et l'autre il rentre de son travail qui est un peu nul, qui l'ennuie. Il va dans son jardin, grosse maison, il s'assoit dans le salon de jardin, il prend un verre de whisky, il fume un cigare. Et comment ces deux hommes vont se raconter? C'est hyper lourd, c'est hyper pesant, c'est hyper crasseux, c'est hyper noir. C'est tout ce que j'aime parce que on est corps et âme dans la lecture du texte et on n'a pas le choix d'aller au bout. Et on sent que la tension grimpe, 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 grimpe. À chaque page, ça s'annonce. Il va y avoir quelque chose, il va y avoir une catastrophe, il va se passer un truc, ça va exploser. Je vous laisse découvrir. Est-ce que oui ou non, l'auteur va aller jusqu'au bout? Est-ce que oui ou non, il va nous proposer ce que l'on attend depuis le début du texte? Ça, c'est à vous de le découvrir, mais je vous jure que ça va pas vous laisser indifférent. Et enfin, le dernier premier roman que j'ai lu, c'est Échappé de Manon Junio, qui est publié chez Grasset avec cette très belle couverture que vous avez dû apercevoir. C'est un roman qui, à première vue, quand tu lis le texte, tu dis encore une de ces histoires. On l'a déjà lu 1000 fois, on en a marre. On nous promet un groupe de femmes
qui vivent en autarcie dans une châtaigneraie. Donc c'est en gros c'est un endroit où il y a des châtaignes qui poussent tout simplement. Mais voyez, un peu un cadre idyllique, pas tant que ça en fait, mais un cadre où elles travaillent entre elles, elles vivent entre elles, il n'y a aucun homme à part les enfants qu'elles ont ou qu'elles ont eus. Ce sont les seuls garçons qui sont tolérés dans cette petite communauté. Donc voilà, le trope du groupe de femmes qui vit entre eux et qui ont décidé de bannir les hommes, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement depuis quelques temps parce que c'est quand même assez féministe. Cette idée de communauté aussi, d'autarcie, on le voit régulièrement. Mais je sais pas, il y a quelque chose, sûrement la couverture, qui m'a attiré, qui m'a dit « peut-être que tu vas être surpris ». Et effectivement, surpris, je l'ai été. Parce que déjà, la plume de cette autrice est magnifique. C'est ce que j'en retiens en premier lieu, c'est qu'elle arrive à écrire de façon hyper poétique tout en gardant un texte fluide. Alors parfois, la poésie, les métaphores, les images, ça alourdit le texte. Très souvent même, on n'arrive plus à tourner les pages, on a la bouche pleine de ces mots. Alors oui, c'est joli, mais quand même, n'oublie pas que tu es en train d'écrire un roman ou une fiction et on veut avancer. Et elle arrive à trouver le juste équilibre entre cette poésie et cette narration, cette fiction qui avance et qui nous fait tourner les pages. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est certes un texte poétique, certes un trope que l'on voit assez régulièrement, mais c'est novateur. C'est novateur parce que elle en fait quelque chose de hyper sombre, un peu comme Mythologie du calibre 12 de Célestin de Méhus. On nous annonce à chaque page ou à chaque chapitre que quelque chose va exploser. Que cette idylle, cette utopie que l'on voit, que l'on croit voir, apercevoir, n'est peut-être pas celle à laquelle on pense. Que ces femmes qui vivent visiblement, en apparence, de façon harmonieuse tous ensemble, ne s'entendent peut-être pas toutes entre elles, ou cachent peut-être certaines des secrets. Et donc on tourne les pages, on veut savoir, Et là, quand arrive la fin, maman, j'ai eu peur, j'ai tremblé, j'ai frissonné. C'est une fin à laquelle on s'attend peut-être, moi pas vraiment, je le voyais pas venir de façon aussi forte. C'est une explosion de tout, que ce soit dans la langue, dans les mots, dans les faits, dans les actions. Tout ce qui a été écrit avant nous menait à cet instant, nous menait à cet endroit que l'autrice voulait nous montrer. Et voilà, ça parle évidemment de violence sexistes, de ce que subissent les femmes au quotidien. C'est assez cru si vous-même vous avez été victime de violences sexuelles ou pas forcément juste verbales ou des coups qui vous ont été donnés. Je pense que ce livre risque d'être dur à lire, même si vous n'en avez pas été victime, ça peut être dur, ça peut heurter. Certaines scènes sont crues et racontées. C'est aussi une histoire de transmission parce qu'on a évidemment la matriarche qui vit dans cette communauté depuis toujours, qui accueille des nouvelles femmes de façon assez régulière. Donc il y a cette question de transmettre un héritage, pas forcément un héritage, un patrimoine génétique, mais un héritage de femmes entre elles. Encore une fois, j'ai apprécié, franchement, ces 4 premiers romans que j'ai lus pour la rentrée littéraire, chacun dans leur genre, ont su cocher des cases que je n'attendais pas, ont su me faire plaisir, ont su me faire du bien. Donc franchement, ces 4 livres-là, je vous les conseille grandement. Dans cette catégorie littérature générale, j'ai mis ces textes de la rentrée littéraire qui ne rentrent pas forcément dans une case, qui n'ont pas de thématique principale suffisamment forte. Enfin voilà, c'est ces textes de la rentrée, il y en a sur les 400 ou 500 livres qui sont sortis, il doit y en avoir 300 qui sont comme ça. C'est de la littérature générale, de la littérature blanche comme je l'aime, qui va nous emmener dans un univers ou pas, et qui va se lire très bien. En premier lieu, j'ai lu La Maison Dieu de Céline Laurence chez Albin Michel. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Alors, pour 2 raisons. Céline Laurence, c'est une autrice que je connais parce que j'ai lu son premier roman, Là où la caravane passe, qui a été publié chez Albin Michel il y a déjà 2 ans, et qui nous racontait la vie d'un camp de gens du voyage en pèlerinage à Lourdes. J'avais beaucoup apprécié ce premier roman. C'était prenant, il y avait, comme voilà, c'est de la littérature générale, pas forcément de sujet principal, mais on était avec ce groupe de gens du voyage qui faisaient leur pèlerinage, pas forcément d'éléments de narration, mais une histoire qui m'a embarqué. J'avais beaucoup aimé ce premier roman, et en plus, La Maison Dieu, c'est une carte du tarot de Marseille que j'apprécie, je tire moi-même un peu les cartes, j'en avais déjà parlé, et cette carte de la Maison Dieu, elle me parle, elle m'appelle. L'histoire démarre dès le prologue. Le prologue nous raconte qu'une grande maison, en Ariège, est calcinée, et que ses occupants sont décédés. Et c'est un peu, c'est totalement même le point de départ de l'histoire, et ce qui va l'alimenter tout au long des 226 pages qu'il compose, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans cette grande maison. Une fois le prologue passé, qui fait à peine 2 pages, on est
en flashback dans la vie des occupants. Chacun prend la parole tour à tour. Élise, la domestique, Abel, le fils des propriétaires, Malora, l'adolescente qui veut quitter cette maison. Et on se retrouve dans cette grande bâtisse qui pourrait presque faire penser, dans une très petite mesure, à la bâtisse dans Rebecca de Daphné du Maurier. Cette grande maison de maître où il semble se passer des choses pas très nettes, ou en tout cas il y a peut-être des petits secrets, des histoires de bourgeois comme ils aiment en faire, des petits gossips, des petits cancans, des trucs qui se sont passés dans le village à un certain temps, une certaine époque, et qui ont des incidences sur le temps présent. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir en étant dans la tête de chacun de ces personnages, tour à tour, chapitre après chapitre. En soi, c'est pas une lecture désagréable, on est un peu, comme je vous le dis, alimenté par ce mystère, comment cette maison a pu brûler, à cause de quel secret, qu'est-ce qui s'est passé, mais ça décolle pas vraiment. Je trouve que le texte a manqué de piquant, de mordant. L'alternance des points de vue était peut-être, je sais pas, elle cassait le rythme ou pas, non, parce que normalement c'est censé donner du rythme, mais il y a des personnages dont on n'a pas grand chose à faire, donc être dans leur tête, bon, pourquoi pas, ça crée un peu de l'univers, mais comment créer un univers et une ambiance sur 200 pages, c'est aussi assez compliqué. Donc pour moi, le coche est un peu raté avec La Maison Dieu sur ce point-là, mais d'un autre côté, j'ai dévoré le livre, je l'ai lu presque d'une traite parce que ça se lit très bien, c'est hyper fluide, on bute pas sur les mots, le style ne rebute pas, Céline Laurence arrive quand même à dévoiler des petits trucs, à des moments qui réveillent l'intérêt, qui nous piquent, donc pourquoi pas. L'ambiance à la Rebecca, en fait, part très vite, c'est, je pense, dès les débuts où j'ai cru qu'on allait partir là-dessus, avec cette grande bâtisse, ces bourgeois qui y habitent, tout ça, je me suis dit, peut-être un petit côté gothique. Pas vraiment. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir réussi à situer l'époque. Peut-être que c'est milieu du XXe siècle. Ouais, début, milieu du XXe siècle. Et encore, j'en suis pas si sûr, mais je pense. Bref, c'est en gros... Est-ce que je vous conseille de dépenser 21 € pour la rentrée littéraire pour lire ce texte? Non. Est-ce que je vous le déconseille totalement? Non plus. Si vous avez l'occasion de l'emprunter, de vous le procurer, ou alors si un jour il sort en poche, de le lire en poche, pourquoi pas? Si ce sont des trucs qui vous intéressent, un peu le côté gothique et grande bâtisse, secret de bourgeois, mais à mon avis, il fera pas mouche dans cette rentrée littéraire. C'était sympa, sans plus. Un autre roman que j'ai pas vraiment su classer, c'est Peau de sang de Audrey Willemy, qui est publié au Tripod. Alors, c'est pas vraiment une sortie de cette rentrée littéraire, je crois que le texte était déjà disponible dans une autre maison d'édition, peut-être une maison d'édition québécoise, car l'autrice me semble québécoise, mais il est publié cette année à la maison d'édition du Tripod. Je crois que l'autrice est poétesse et que c'est son premier roman complet. On sent directement que l'autrice est poétesse car c'est un texte qui a une écriture hyper particulière. Même si vous savez que moi j'adore ce genre d'écriture un peu à mi-chemin entre la poésie et la prose, je pense que c'est ce qui a contribué malheureusement avec ce livre-là au fait que je ne l'apprécie pas vraiment. Le texte a un peu des allures de conte. On va suivre Peau de sang, qui est le surnom de la jeune femme qui habite dans la plumerie. En gros, elle plume les oies et les autres animaux. Je crois que ce sont que des oies. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, elle plume les animaux qui ont des plumes sur eux. Et donc, cette peau de sang, elle a un peu une aura de sorcière, de femme recluse, mais pas tant que ça parce que chacun va venir la voir. Le maire, le médecin, le notaire, celui qui fait le fer, enfin, je sais pas comment on dit. Bref, tout le monde va la voir à un moment ou à un autre pour quelque chose, pour un service. Elle est reconnue dans le village pour certains de ses pouvoirs, mais elle est aussi pointée du doigt comme étant cette jeune femme un peu bizarre qui vit seule dans cette plumerie. Et comme je vous dis, l'écriture elle est particulière parce que je crois qu'il y a des parties qui sont en italique et d'autres qui sont pas en italique. Tout s'enchaîne. Il n'y a pas de majuscules, ce sont des voix qui se parlent, la voix de Peau de sang, la voix de ceux qui viennent la voir, la voix de personnes dont on ne sait pas l'existence ou dont on ne connaît pas encore l'existence, et tout se répond comme un jeu de ping-pong, enfin voilà, tout s'alterne, c'est un peu fouillis, c'est un peu brouillon, il faut être très très concentré à la lecture, je l'étais probablement pas suffisamment pour être à fond dans l'histoire. Et c'est ce qui m'a dérangé, c'est que au final, je comprenais rien. Je comprenais rien. Parfois, j'avais l'impression qu'on était dans le réel, mais pas vraiment, parce que, comme je vous le dis, c'est un peu un conte, donc on ne sait pas où est-ce qu'on veut nous emmener. Est-ce qu'il y a une morale à ce qu'on lit? Est-ce qu'on doit tirer des conclusions ou alors se laisser porter, essayer de comprendre ou alors complètement lâcher le bord de la piscine et se laisser flotter. Bref, j'étais perdu tout au long de la lecture. La fin m'a pas forcément convaincu plus que ça. Je suis allé jusqu'au bout, mais
je comprenais pas beaucoup plus que ce que j'avais lu au début, donc texte très particulier, je crois que soit on adore, soit on déteste. J'imagine mal une demi-mesure ou un juste milieu sur ce texte, tant il est particulier. Ça c'est sûr, il y a un parti pris, que ce soit par la narration, par l'écriture, par ce qu'on en raconte. C'est peut-être un peu féministe, enfin c'est probablement même très féministe, mais trop barré, trop alambiqué, et c'est moi qui le dis, donc c'est quand même un level assez haut pour que je puisse prendre du plaisir. Et enfin, le dernier texte de cette catégorie que je n'ai pas trop réussi à classer, qui est de la littérature blanche générale, ce sont Les Éphémères de Andrew Hagan, qui est un texte traduit de l'écossais, enfin de l'anglais, car Andrew Hagan est né à Glasgow. 2020 pour la version originale, 2024 pour sa traduction chez Métellier. Ce qui m'a attiré en premier lieu dans ce texte, franchement, je vais vous dire juste des mots, ça crie Flowfly. Thatcherisme, groupe de jeunes gars de la classe ouvrière, fin du lycée, festival de musique mythique, Manchester, punk rock, new wave, musique qu'on met à fond. Enfin voilà, tout ça, c'est une ambiance, c'est une époque, ce sont des thématiques qui m'animent, qui me font vibrer en littérature, donc évidemment, je me suis jeté dessus. Et ce qui m'a surpris, c'est que ce texte va bien plus loin que ça, car tout ce que je viens de vous dire, c'est uniquement la première moitié du texte. Le texte est découpé en deux parties presque égales, parce que 150 pages chacune à peu près, où tout ce que je viens de vous décrire se passe dans la première partie. Et donc on est embarqué dans les 150 dernières pages vers une histoire dont on ne sait rien parce qu'on ne nous en parle pas dans le résumé, et je ne vous en parlerai pas ici non plus, je vous laisse vous faire surprendre. On est avec ce groupe de potes qui finit le lycée, c'est l'Angleterre des années 80, l'Angleterre hyper conservatrice, l'Angleterre qui souffre du thatcherisme, donc des mesures ultralibérales, une classe ouvrière qui en pâtit très fortement, la fermeture des usines, les chemins de fer, les grèves des mineurs, des cheminots, etc. On est dans un quartier ouvrier, ça se passe en Écosse, en 86, donc on est avec des gamins qui subissent tout ça de plein fouet, dont les parents subissent tout ça de plein fouet et par répercussion eux-mêmes. Et donc à la fin du lycée, avec presque rien en poche, ils prennent le bus et ils se cassent à Manchester, où il doit y avoir un gros festival de musique, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais je pense que c'est un festival qui a existé, où pendant 3 jours, on va écouter du punk rock, on va écouter de la new wave, on va se défoncer la gueule à la drogue, à l'alcool, on va faire les cons. Et ben on est servi parce que on est avec ces, je sais plus, 4 ou 5 meilleurs potes qui font la fête, qui rencontrent des filles, qui ont les chaussures qui collent au parquet, avec les basses qui résonnent hyper fortes, on va de hangar en hangar, de salle de concert en pub, on loge sur le canapé miteux de quelqu'un qu'on a rencontré la veille à une soirée, on est totalement embarqué dans cette ambiance qui me plaît énormément. Comme je vous le dis, je vais pas vous raconter ce qui se passe dans la seconde moitié parce qu'en fait, on le découvre nous-mêmes, on est surpris. L'auteur nous balance ça entre la poire et le fromage, non, comment on dit, entre le fromage et le dessert. C'est quoi entre la poire et le fromage? En tout cas, ça arrive. Et là, je me dis, ah bah merde, c'est pas ce pourquoi j'ai signé. Le contrat de lecture, il est pas respecté, tu m'as pas parlé de ça, moi tu m'as parlé de jeunes mecs dans les années 80. Alors oui, on nous dit quand même, 30 ans plus tard, le téléphone sonne, mais je ne pensais pas que ça prendrait autant de place, je pensais pas que cette annonce qui est faite à Tully, le personnage principal, va prendre autant de place, va être sur la seconde moitié du roman totalement consacrée à ça. Et en fait, l'auteur il dit ok, je t'ai pas préparé, mais laisse-moi prendre les rames. Laisse-moi contrôler cette fin de roman, je sais ce que je fais, je la maîtrise, et effectivement, il la maîtrise parce que moi, je me suis laissé prendre au jeu. J'ai dit oui à tout ce qu'il m'a proposé. J'étais d'accord avec son idée, j'étais d'accord avec ce qu'il avait à me raconter, de voir comment 30 ans plus tard, cette bande de potes a évolué, parce que bon, ça, on nous l'annonce, 30 ans plus tard, le téléphone sonne, machin, on lui annonce une nouvelle importante. Et ça fonctionne, on comprend comment cette génération a évolué, comment elle a grandi, parce que ça se passe dans les années 2020 à peu près, 2010, vu que le bouquin a été écrit en 2020. Donc, on voit leur évolution, on voit comment ils ont vieilli, on est content de les retrouver ou non. Et puis, bah, c'est une histoire qui est hyper forte émotionnellement parce que ça traite d'un sujet assez important qui fait débat souvent, dont les pays légifèrent dessus régulièrement, certains pour, d'autres contre. Donc c'est vraiment un sujet d'actualité qui est mis au centre du bouquin. Et ce sujet d'actualité qui fait beaucoup parler de façon politique, etc., là est traité du côté des personnes qui ont à le vivre, des personnes qui ont des décisions à prendre, et on est confronté comme eux à ce débat d'idées. On ne sait pas trop, peut-être au début, sur quel pied danser. Moi, je vous avoue que c'est une question à laquelle je n'avais pas forcément réfléchi.
qui nous pousse donc à réfléchir dessus. Ça m'a fait penser à plein de choses, ça m'a fait réfléchir à ma propre vie, donc j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé. Andrew Hagen a réussi à me capter du début à la fin, et je suis très content d'avoir fait cette lecture. Après la littérature générale, je vous embarque donc pour les romans de genre. C'est des romans qui peuvent être plutôt classés dans un genre précis, dans un genre particulier, que ce soit de la littérature noire, du polar thriller ou alors de la science-fiction. Ce sont 2 textes qui ont été publiés chez Gallmeister. Le premier, c'est Les Enfants loups de Vera Buck, qui est une autrice allemande née en Rhénanie du Nord, Westphalie. Ça fait, c'est quand même un beau bébé, ça fait 600 pages, 500 pages, et c'est totalement un thriller. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais à la base, je l'avais même pas demandé, c'est l'attaché de presse qui m'a dit « Vas-y, j'ai envie de te l'envoyer, je pense que ça peut te plaire ». Effectivement, moi je ne suis pas du tout un lecteur de polar ou de thriller, je l'ai été fut un temps, mais j'ai arrêté d'en lire parce que je ne m'y retrouvais plus, je n'avais pas suffisamment d'entrain à la lecture, et alors là, j'ai été pris dans cette histoire du début à la fin. Ce qui m'a plu et ce qui m'a fait dire oui au résumé, c'est qu'on nous promet qu'on va être dans une communauté religieuse, perdue au fin fond de la montagne, qui vit en bord d'un village. Le village les tolère, on sait qu'ils sont là, on sait que c'est un peu des fanatiques, presque une secte qui vivent ensemble en autarcie, comme des Amish. Ça se passe, j'imagine, en Allemagne, vu que l'autrice est allemande. Je crois pas qu'on ait forcément Si, peut-être qu'il y a des localités qui sont dites, mais ça m'a pas forcément évoqué quelque chose, en tout cas. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette communauté? Est-ce qu'on a dans le résumé, je regarde si on a un petit truc. Voilà, Rebecca, qui vit dans cette communauté, dans cette petite secte, rêve de s'enfuir très loin. Puis un jour, elle disparaît. Et ce n'est pas la première femme à être disparue. On nous raconte que c'est assez régulier que des jeunes femmes disparaissent dans cette région. Est-ce que c'est à cause de cette secte qui y vit, enfin de cette communauté religieuse, ou alors parce que c'est une région qui est très hostile, il y a des loups en liberté, il y a des montagnes qui sont peu praticables, des chemins très escarpés, des grands ravins, des grandes gorges. Donc en fait, ces disparitions de femmes sont prises au sérieux au début, puis très vite oubliées parce qu'au final, il y a quand même plein de facteurs qui font qu'elles pourraient disparaître. Est-ce que c'est un excellent livre? Non, j'irai pas jusque-là. Est-ce que c'est un livre efficace? Là, oui. C'est haletant, c'est divertissant, c'est effrayant. Parfois j'ai eu peur, j'ai tremblé. On est dans la forêt, il fait noir, après on va dans la montagne, on risque de tomber à chaque caillou avec les personnages. On entend le loup qui hurle à la mort pas très loin. C'est un thriller qui coche toutes les cases, qui nous fait tourner les pages, on a envie de savoir, il y a des révélations, de révélation en révélation, on avance un peu plus dans le chemin. On croit connaître les gens, en fait ce ne sont pas qui ils sont. Une fois le roman terminé, on se dit, en fait on nous avait quand même glissé des indices depuis le début, je me suis fait berner, donc pour moi c'est tout ce que je recherche quand je lis un thriller. C'est pas un polar thriller qui accumule les clichés, le policier est pas forcément le vieux policier avec la clope au bec qui boit un peu trop d'alcool, qui a des soucis avec les femmes, enfin voilà, on évite tout ça, on saute ces écueils, on est dans un truc qui est assez, un thriller progressiste j'ai envie de dire, enfin voilà, on est avec... des jeunes femmes qui ont du bagou, des jeunes femmes qui ont du répondant, des histoires et des parcours de vie contemporains. Donc en fait, j'ai passé un excellent moment. J'ai eu tout ce que je voulais avec un thriller. Après, moi les thrillers, ça fonctionne pas forcément avec moi. Je sais que dans 3 semaines, même si à la lecture j'ai passé un bon moment, j'en aurais oublié la moitié de l'histoire. Et là, comme je vous le dis, je l'ai lu le 9 août, on est le 22 août, donc ça fait 20 jours. Je me rappelle des protagonistes à la fin, je me rappelle de qui a fait quoi. Mais entre les deux, j'ai plus trop de souvenirs. Donc, moi, c'est pas mon genre, moi, c'est pas forcément ma came, mais j'ai passé un excellent moment, j'ai été diverti, et c'était ce que je demandais à ce livre. Là où je vais être un peu plus critique, ça va être avec Maren Uthaug et son 11%, qui est publié chez Gallmeister. C'est un roman de science-fiction, je dirais, qui est plus court, il fait 360 pages. On est à Copenhague, c'est danois, donc oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est une autrice danoise. On est à Copenhague, dans un futur lointain, plusieurs temps après notre ère. Et il n'y a plus de patriarcat, il y a un matriarcat. Les femmes ont pris le pouvoir et elles décident de ne garder que 11% d'hommes sur Terre, ou en tout cas au Danemark. On ne sait pas trop si ce régime est étendu à la planète entière, mais au Danemark, il n'y a plus que 11% d'hommes et ils sont parqués, enfermés dans des centres de reproduction. Ils ne sont plus là que pour assouvir les besoins sexuels des femmes, ou en tout cas les envies sexuelles, les désirs sexuels des femmes, et pour la reproduction. En gros, n'importe quelle femme peut aller dans ce centre pour coucher avec un garçon, ou alors pour demander à avoir un enfant. On va nous raconter cet univers, cette histoire, à travers le point de vue de 4 femmes, Médée, Wicca, Stille et Ève.
chacune appartiennent à une caste différente. En fait, on sent que même si on est dans un matriarcat, la société est quand même assez cadrée, assez régie. Il y a les prêtresses, donc ces femmes qui disent la messe avec un grand serpent, qui se font mordre par les serpents pour sentir le venin, qui les mettent dans une espèce de transe. Il y a celles qui décident de vivre un peu en rebut de cette société, qu'on considère comme des moins que rien, des sorcières. C'est plus ou moins le personnage principal, une jeune femme de toute petite taille. D'ailleurs, ça c'est assez intéressant quand même de mettre en avant une femme de petite taille en tant que personnage principal, et qui vit dans un grand manoir, une vieille maison comme on les connaît, comme elles existent à notre temps, et qui fait sa propre vie. Et je ne sais plus qui sont les autres femmes, je dois l'avouer. Donc le bouquin, il est assez efficace, j'ai tourné les pages rapidement, j'étais intrigué, les points de vue s'alternent, c'est un peu comme un polar, on a envie de savoir ce qui va se passer par la suite, mais il y a plein de trucs qui m'ont dérangé à côté de ça et qui m'ont fait tiquer. On nous parle de certaines femmes qu'on considère comme des hommes-femmes. Ce sont des travailleurs du sexe, ce sont des femmes qui se font implanter, ou en tout cas qui travaillent avec un sexe en plastique, quoi. Elles ne travaillent pas dans les centres où les hommes sont enfermés, car ce sont des femmes, mais elles vivent un peu elles aussi au banc de la société et procurent du plaisir à certaines femmes. Ce traitement des hommes-femmes, comme ils sont appelés, je crois que c'est ça, hein, le texte, dans le terme dans le texte, me dérange un peu, et le traitement de ces personnages, alors n'étant pas moi-même concerné, je ne peux pas dire que c'est transphobe, mais j'étais mal à l'aise. À la lecture, ça m'a pas paru fluide, ça m'a paru caricatural et un peu ringard, et en lisant les avis sur Goodreads, certaines personnes, elles, concernées par la transidentité, considèrent que ce texte est transphobe. Donc, je sais pas sur quel pied danser, enfin si, parce que si des personnes concernées disent qu'il est transphobe, c'est que probablement elles ont été heurtées, et ça ne m'étonne pas parce que moi-même qui ne le suis pas, je me suis dit à plusieurs moments à la lecture, c'est mal fait, c'est mal traité. Et ce côté ringard, malheureusement, je trouve que tout le bouquin en souffre un peu. En fait, on est dans une dystopie, enfin en tout cas dans ce régime matriarcal qui fonctionne pas très bien, et qui me rappelle fortement les dystopies qui étaient à la mode il y a quelques années de ça. On repart 10-15 ans en arrière. Je pense à la dystopie Beauties, je pense à tout ce qui est Hunger Games, tout ça. Il n'y a pas de détails, on n'est pas vraiment au courant. C'est un truc qui se veut un peu progressiste, un peu politique, parce que voilà, on nous parle de femmes qui ont pris le pouvoir, on nous parle aussi d'homosexualité, de transidentité, même si c'est mal fait. Donc c'est quand même des thèmes un peu brûlants, politiques, médiatiques, et pour autant c'est mal utilisé, on n'en sait pas trop, le cadre géographique est trop limité, le cadre politique est trop limité, on nous donne pas de détails, il faut vraiment les piocher en allant dans le texte, donc ça nous donne un truc un peu bancal à la fin, qui m'a pas paru aussi engagé que ce que ça pourrait l'être et ce que ça nous promet. Tout ce qui est un peu politique est très vite balayé, donc c'est pour ça que j'en dis que c'est presque un polar, un truc un peu... voilà, entraînant, intriguant, parce que on lit les histoires des 4 personnages, des 4 femmes, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, comment elles vont évoluer, mais tout le côté militant n'est pas à la hauteur. Donc c'est une lecture en demi-teinte, j'ai mis 3 étoiles. D'un côté, je peux pas nier que j'ai tourné les pages rapidement et que j'ai pris du plaisir à découvrir la vie de ces 4 femmes, mais le contrat de lecture est pas réglé, selon moi, le contrat de lecture est faussé, parce que si on s'attend à un livre militant, bah ça marche pas. Ensuite, évidemment, je vous cale quelques livres un peu LGBT dans cette sélection, et j'en ai 3. Le premier, qui aussi n'est pas une super surprise, c'est Capital Rose de Tom Conan chez Albin Michel. Tom Conan, je le connais parce que j'ai lu Pollution l'année dernière, qui était un texte sur l'éco-anxiété, les catastrophes naturelles. J'ai remarqué son premier texte qui s'appelait Radical et qui parlait d'un couple homosexuel avec des opinions politiques totalement divergentes, un d'extrême gauche, un d'extrême droite. Là, je vois qu'il publie un nouveau texte et qui parle de travail du sexe. Je me plonge dessus. On n'est pas avec un personnage homosexuel. Je le dis d'emblée, c'est un personnage qui est hétérosexuel, qui se fait licencier, il n'a pas de peau dans la vie, il se retrouve sans le sou, voilà, c'est la récession, c'est dur pour tout le monde, c'est l'inflation, enfin voilà, c'est notre époque contemporaine, il en chie dans la vie. Et sur les conseils d'un de ses potes qui lui est homosexuel, il va se lancer dans l'escorting, mais l'escorting réel, physique pour le coup. Contrairement à Deborah Cost où elle commence en tant que camgirl, là le personnage, lui, il s'inscrit sur les sites d'escorte pour rencontrer des hommes parce qu'on lui dit « t'es plutôt bien foutu, t'as une belle gueule, tu vas plaire
En gros, tu vas plaire aux vieux dégueulasses qui vont sur ces sites-là. Donc je trouve que déjà, c'est une vision du travail du sexe qui, moi, me fait tiquer. Je pense que si c'est un plaidoyer pour le travail du sexe, c'est mal fait. Sur ce point-là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de clichés qui s'accumulent, tant sur les personnages qui pratiquent le travail du sexe, ce jeune mec un peu bien foutu, pas trop dégueulasse, qui se lance là-dedans, même s'il est hétéro parce qu'il a besoin de fric, ou alors son pote qui, lui, est un jeune homosexuel avec une sexualité évidemment décadente et totalement immense, enfin voilà. Et aussi sur cliché caricatural, sur les personnages qui consommeraient ce travail du sexe, en tout cas qui auraient besoin, qui feraient appel à des services d'escorte. Et jusqu'à la moitié, malgré ces clichés, je me disais bon ok, ça se lit bien, c'est plutôt pas mal, c'est caricatural, mais c'est aussi une certaine façon la réalité, enfin il y a un peu de vrai dans ce qu'il dit, donc je continue à ma lecture. Et là, il se passe un truc totalement what the fuck qui me fait sortir du bouquin. Ouais, je sais pas, c'est en fait comme s'il avait voulu faire du Virginie Despentes de ses premiers bouquins, Virginie Despentes à la hard-boiled, vous voyez, où on sort des pistolets, où ça pète, où il y a de la violence, où c'est noir, où c'est cru, où c'est totalement dans ta face. Et là, on partait pas, enfin dans le début du roman, on n'est pas forcément là-dessus. Il y a un élément déclencheur qui fait que ce bouquin vire là-dedans, et c'est mal fait. C'est mal fait parce que c'est du Despentes 20 ans plus tard, c'est du Despentes au rabais, c'est invraisemblable. Des trucs qui ont ni queue ni tête, qui s'enchaînent, et on essaye de nous faire passer ça, pas pour normal. Je pense que il a conscience que, enfin j'espère qu'il a écrit un truc totalement invraisemblable, mais alors dans ce cas-là, à quoi bon? Pourquoi être parti dans un truc plutôt réel au début, plutôt, voilà, réalisme, social, et virer là-dedans? Est-ce que ça a un but pour le militantisme envers les travailleurs du sexe? Non. Est-ce que ça questionne quelque chose? Non plus. On est dans un truc violent, cru, pour pas grand-chose. Donc ça m'a déçu fortement de cette fin, de voir comment tout ça évolue. Me dire tout ça pour ça, bah finalement, raté, parce que pour moi, c'est pas ce que je cherchais, et je pense que c'est pas forcément faire du bien à une certaine frange de la population. Par contre, un vrai roman LGBT que j'ai beaucoup aimé, c'est S'aimer dans la grande ville de Sang-Young Park, publié aux éditions de La Croisée. Alors là, quelle découverte, j'ai adoré. On est avec un personnage principal qui est peu ou prou le narrateur. Je pense que c'est une version fictionnelle de lui-même, on est presque dans de l'autofiction à la Hervé Guibert. Je pense qu'il y a un peu de ça dans son écriture. Il y a beaucoup de vrai, un peu de faux, et c'est à toi de jongler avec, de faire avec. Pas forcément d'essayer de chercher ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas, c'est ce qu'on te propose et t'as pas le choix. Et donc cet auteur, qui doit avoir une trentaine d'années, j'imagine, quel âge il a? Est-ce qu'il y a un petit portrait? Il est né en 88, donc c'est ça, je pense qu'il a 30 ans, nous raconte la vie d'un jeune homosexuel à Séoul, entre ses 20 ans et ses 30 ans. C'est découpé en 4 histoires, qui pourraient presque être 4 nouvelles à elles seules, en tout cas. Je dirais pas que c'est un recueil de nouvelles, parce qu'on suit le personnage à différentes époques de sa vie, mais elles pourraient presque vivre seul. Elles pourraient faire leur parcours seul, ces 4 histoires. C'est un roman donc sur ces années. Alors c'est la vingtaine, la trentaine, c'est des années où, en règle générale, les jeunes homosexuels savent qu'ils le sont, ont fait leur coming out plus ou moins à un certain nombre de personnes, et ils sont dans une période, je parle en connaissance de cause, car je suis un jeune homosexuel de 29 ans, pleine de contradictions, qui alternent des moments de liberté, de joie, de danse, de fête, où on va dans des bars, on rencontre des amis, et d'autres moments plus sombres, où on se pose des questions sur notre avenir, sur vivre seul, vivre en couple, quelle image du couple on se fait, parce qu'on n'a toujours pas, même s'il y en a de plus en plus, des représentations homosexuelles de couples assez âgés, ou en tout cas qui vivent ensemble depuis longtemps. Donc on est en mesure, et en fait c'est les questions qu'on se pose, c'est comment vivre en couple homosexuel et tenir dans le temps. Il y a la question des maladies, des IST, des MST, du sida qui sont toujours là aussi, même s'il y a des avancées. Il y a le traitement pour la pré-exposition au sida, il y a la Truvada, enfin tout ça, tout ce qui fait que le sida n'est plus une menace comme elle l'a été, mais qui en reste une malgré tout. Le VIH en tout cas, plutôt que le sida d'ailleurs. Donc j'ai bien aimé parce que là, je suis en pleine identification
au personnage principal. Et même si vous-même, vous n'êtes pas gay, que vous n'êtes pas un jeune homme de 28 ans comme moi, 29 ans maintenant, qui se pose ce genre de questions, ça peut vous plaire parce que on est immergé dans le Séoul des années 2020. On voit comment est vécue l'homosexualité. Il y a des personnages aussi qui ne sont pas homosexuels, des personnages... la meilleure amie du personnage principal est une jeune femme pleine de liberté aussi, pleine de folie, qui a vécu plein de trucs, qui est un peu baroudeuse, qui a du bagou, etc. Puis elle se retrouve à être mariée, et comment ces deux conceptions de la vie s'opposent, parce que jamais elle aurait pensé un jour s'empêtrer dans un mariage, ou en tout cas dans une image du couple et du foyer qu'on se fait un peu vieillissante, et que finalement bah, elle y va quand même dedans, elle se dirige vers ça. Donc il y a quand même plein de sujets qui sont amenés, qui peuvent correspondre à plein de personnes différentes en termes d'âge ou d'orientation sexuelle. Donc c'est un très bon texte. Je sais pas si c'est son premier roman. Il a écrit des nouvelles, donc ça se voit qu'en fait c'est un novelliste ce mec, parce que même si là c'est un roman, il a une écriture qui te dit plein de choses en peu de pages, en peu de chapitres, et qui se suffisent à elle-même. Donc ça fonctionne très bien, que ce soit en nouvelle, mais aussi là, dans le format roman, parce que par sa construction, il alterne des différentes époques de la vie du personnage qui peuvent nous faire croire à un prolongement, une succession d'histoires qui a un début et une fin, qui ne se limite pas aux quelques pages du chapitre, mais qui va vraiment de la première à la dernière page. Donc, très belle découverte, très beau roman, très bien fait, belle fabrication. C'est un grand oui, je dis oui, je dis oui, je dis oui, j'achète. Enfin, le dernier texte dans LGBT que j'ai lu, c'est Histoire d'une domestication de Camila Sosa Villada. Si vous me suivez, vous n'êtes pas sans savoir que j'adore le texte Les Vilaines, qui est un de ses premiers textes sur le travail du sexe, justement, et la transidentité. L'autrice Camila Sosa Villada étant elle-même une femme trans, elle nous parle là d'une célèbre actrice en Argentine qui incarne le monologue de la voix humaine de Jean Cocteau. Vous connaissez peut-être le court-métrage d'Almodovar où cette voix humaine est mise en image par Tilda Swinton. Et bien là, c'est notre personnage principal qui monte sur scène, car elle est comédienne, elle fait du théâtre, et qui incarne la voix humaine de Jean Cocteau. Elle est pas vieille, elle doit avoir une trentaine, une quarantaine d'années, cette femme, et elle a beaucoup de succès. On est dans un pays qui semble assez tolérant dans une certaine mesure envers les personnes trans, car voilà, c'est très rare quand même qu'une femme trans, en tout cas de notre côté du globe ou en Europe, ait autant de succès. Cette jeune femme trans, elle est en couple avec un homme homosexuel qu'elle a rencontré, et elle pensait pas tomber amoureuse d'un homme homosexuel quand elle a fait sa transition pour devenir une femme. Elle s'imaginait vivre avec un homme hétéro, et lui-même, cet homosexuel qui aime les hommes, ne pensait pas tomber amoureux d'une femme trans et vouloir faire sa vie avec elle. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Ils constituent un foyer, ils vivent l'un avec l'autre comme un couple normal par la norme qu'on se fait en tout cas. Ils ont un appartement ensemble, ils se marient, ils décident d'adopter, enfin voilà. Et comment, avec ses vies un peu hors normes, elle, trans, actrice, célèbre, etc., lui, homosexuel, assez féminin, avocat, grand avocat avec beaucoup d'argent, on est dans un milieu très bourgeois, comment, dans ce cadre hors norme, ils arrivent à faire foyer et à faire famille. J'ai bien aimé suivre leur vie, leur histoire, ces questions, ces contradictions qu'ils se posent. Par contre, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins réconfortant et enveloppant, enfin pas réconfortant, mais beaucoup moins chaud que Les Vilaines. Les Vilaines, on était vraiment avec cette jeune femme, travailleuse du sexe, qui trouve une famille, qui fait famille avec d'autres femmes trans qui sont elles-mêmes travailleuses du sexe. Elles se constituent dans une sorte de petit groupe, elles se soutiennent les unes les autres. Là, on est dans un truc très détaché, très froid. Je me suis surpris à ne pas apprécier les personnages. Vraiment, j'aimais pas trop l'homme, j'aimais pas trop la femme, j'aimais pas qui ils étaient, ce qu'ils se faisaient l'un l'autre, car ils se font du mal plus qu'ils s'aiment. Et du coup, il y a vraiment un détachement, une froideur qui s'installe et qui est présente tout au long du roman. Est-ce que c'est une volonté de l'autrice, ce détachement, cette froideur? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressenti, c'est ce qui m'a donc fait un peu moins apprécier le texte, même si c'était intéressant de suivre le cheminement de pensée de Camila Sosa Villada sur cette notion du couple et du foyer. Je trouve ça un peu plus brouillon que Les Vilaines.
Ça n'en fait pas un mauvais roman, je pense que plein de personnes peuvent y trouver leur compte, et pour le coup, je peux vous conseiller de l'acheter, même si moi il m'a moins plu. Et enfin la dernière catégorie, ce sont les récits, les histoires vraies, tout ce qui est imprimé de réel, qui est tiré de quelque chose, de quelques faits historiques ou pas historiques, mais en tout cas non fictifs. Le premier que je vais vous parler, qui lui ne m'a pas plu du tout, c'est Les Hommes manquent de courage de Mathieu Palin, publié chez l'Iconoclaste. Je suis déçu parce que j'ai jamais lu Mathieu Palin, je vois que ses romans font beaucoup de bruit à chaque fois qu'ils sortent. Les deux premiers, je crois qu'il a eu un prix même pour le truc qui court là, Ne t'arrête pas de courir, qui a reçu 12 prix littéraires dont le prix Interallié, le prix des étudiants France Culture Terama et le grand prix des lectrices de Elle. Donc voilà, je vois cet auteur qui a beaucoup de succès, qui est dans une maison d'édition qui me plaît énormément. Je prends son livre, je prends son dernier texte, je me dis je vais adorer, et pas tant que ça. Pas tant que ça. En gros, Mathieu Palin, dès le début du texte, nous avertit que cette histoire est tirée d'une histoire vraie. C'est une jeune femme qui l'a contactée sur Facebook, elle est prof de maths, et elle veut lui raconter son histoire. Il va la voir, il se rend compte, ils montent en voiture tous les deux ensemble, ça c'est du vrai, hein. Et la femme se met à parler, lui raconter sa vie, lui raconter son histoire. Et là, il se dit, ok, je suis avec un personnage de roman, j'écris un bouquin là-dessus. Et pendant 1 an, il va rencontrer cette femme qui va lui déballer son histoire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort Les Hommes manquent de courage, ce roman de Mathieu Palin. Il nous avertit que les lieux, les prénoms et tous les détails qui permettraient de la reconnaître ont été modifiés. Je la remercie pour sa confiance. C'est donc l'histoire de Jessie, mise en forme, écrite par Mathieu Palin, avec ce qu'il lui décide d'en faire, en fait. C'est son point de vue d'auteur, parce que comme il dit dans l'avertissement, quand j'ai rencontré Jessie, j'ai rencontré un personnage. Donc c'est quand même intéressant sur ce point de vue-là, mais c'est aussi remettre en question le travail d'auteur. Et c'est un peu ce qui m'a dérangé, c'est que presque, alors je vais pas dire c'est journalistique, mais on nous raconte un long fait divers, une longue vie, ou alors c'est un reportage sur la vie de Jessie, un documentaire sur comment, en gros, tout va de pire en pire, comment une descente aux enfers d'une jeune femme. En gros, Jessie, c'est une femme, elle vit avec Marco, son fils de 15 ans, son nouveau conjoint, et son fils fait que des conneries. Marco fait de la merde, au collège il se fait renvoyer, dès qu'il se parle c'est pour s'engueuler, s'injurier. Et un jour, il disparaît pendant 3 jours. Il l'appelle, il lui dit viens me chercher en voiture s'il te plaît, et elle fonce, ça fait 3 jours qu'elle n'a pas de nouvelles de son fils, elle fonce, elle va le chercher. Et ensuite, elle est dans la voiture avec Marco, son fils, et en fait, ils avancent, bon an mal an, vers une destination qui semble inconnue à la base, et au fur et à mesure qu'ils discutent, il leur arrive des trucs, ils ont un accident, ils sont sur le pas-côté, ils doivent s'arrêter, ils reprennent la route, machin, bidule. Elle déballe sa vie à son fils lui raconte la sienne, et il n'y a pas vraiment d'intrigue, il y a cet élément déclencheur, cet élément perturbateur, où disparition puis retrouvailles, on part en fuite tous les deux, et succession d'événements un peu hard à cause de ces flashbacks. Là encore, je trouve qu'il y a un petit côté dépente mal fait, un réalisme social qui reste un peu en surface. Il y a des scènes hyper crues, hyper dures. On nous parle de drogue, on nous parle de viol, on nous parle d'alcool, on nous parle de prostitution, enfin tout ça, des sujets qu'on retrouve facilement chez Virginie Despentes par exemple. Là où chez Despentes, je trouve très souvent qu'il y a derrière tout ça un certain militantisme, ou en tout cas un peu un je m'en foutisme libératoire, un peu voilà, je te balance ça dans la gueule, et c'est ce que moi j'ai envie de faire, et c'est comme ça que je prends la parole, et c'est comme ça que je donne la parole à mes personnages. Là, comme on est dans un cadre beaucoup plus documentaire, un peu journalistique, je trouve pas qu'il y a forcément un parti pris derrière, que c'est juste un prétexte à balancer des scènes, alors que pourtant bah, c'est la vie de cette jeune femme, et ça nous confronte sur certains sujets, mais le médium qui est ce roman ne fonctionne pas selon moi pour que j'arrive à me poser les questions, ou en tout cas à avoir suffisamment d'empathie. Enfin si, j'ai de l'empathie pour ce personnage, cette femme qui a morflé tout au long de sa vie, mais bah, comme parfois quand on lit un papier de journal, on est juste comme ça quoi. Donc bof. Il y a un truc qui m'a saoulé aussi, c'est que le bouquin à un moment se passe à Reims. Moi j'habite à Reims. Et on nous dit on nous parle d'un kebab qui n'existe pas à Reims. Je connais tous les kebabs de Reims. Celui dont il me parle, je vois pas c'est lequel. En tout cas, ces descriptions sont
trop floue et trop brouillonne pour que ce soit vrai. Et on nous dit que le mec qui travaille dans ce kebab lit l'Est républicain. Sauf que moi j'habite à Reims depuis 28 ans et je peux vous le dire que le journal local il s'appelle pas l'Est républicain. L'Est républicain c'est bien plus à l'Est justement. À Reims on lit l'Union. Alors je crois que c'est le même groupe que l'Est républicain, mais c'est pas le nom. Enfin, quand on est dans les Ardennes, donc il y a l'Union des Ardennes, mais dans les Ardennes on appelle ça l'Ardennais parce que le titre du journal c'est l'Ardennais. Donc je trouve que c'est un peu léger pour quelqu'un qui est journaliste. Hein. Je crois que oui, journaliste et romancier. Pour un journaliste, je trouve que le travail de sourcing, ou en tout cas de fact-checking, est un peu léger parce que ce soit le kebab, que je ne vois pas trop, alors c'est un détail, vous me direz, hein, ou même le fait qu'on lise pas le bon journal, ça reste des détails, mais quand on veut être dans un truc très réaliste, réalisme social, et bah ça serait bien d'aller au bout des choses et de vérifier ce qu'on écrit. Et pour le coup, bah là c'était faux et ça m'a énervé. Donc c'est léger, c'est anecdotique, mais vu qu'en plus j'avais pas forcément apprécié le roman dès le début, bah ça n'a pas participer au fait que ça aille mieux à la fin. J'ai lu aux éditions Globe Père Patrie de Jean-Robert Joigny. Jean-Robert Joigny, alors je sais plus exactement ce qu'il fait, mais il a l'air d'avoir du fric, d'être un peu bourgeois, et deux, je crois qu'il est quand même qu'il a un métier assez haut placé, enfin qui fait partie peut-être de la politique ou un truc dans le genre. Il a d'ailleurs écrit un livre, il me semble, sur Jacques Chirac avant d'écrire celui-ci. Jean-Robert Joigny a des origines russes. Et en gros, il fait le tri dans son appartement. En gros, il a sa bibliothèque avec ses livres. C'est juste après que la Russie ait envahi l'Ukraine. Lui, il a fait des études où il a appris le russe. Il a été régulièrement en Russie pour le boulot, pour sa vie personnelle, etc. Il connaît la Russie, c'est un pays qu'il apprécie fortement. Et quand la Russie envahit l'Ukraine, il se pose la question de comment réussir à aimer la Russie comme il l'aime, étant spectateur de ce qui s'y passe, que ce soit par les politiques, par ce que fait Poutine de la Russie, mais aussi par les points de vue des gens qui habitent en Russie. Enfin, c'est des points de vue qui sont quand même la politique de Poutine est partagée pas par la population entière, mais par certains habitants de la Russie. Tout ce texte, c'est un questionnement de l'auteur sur comment faire converger ces deux idées, cette Russie qu'il a longtemps idéalisée, que ce soit par les auteurs, par ses paysages, par ses villes, par sa population, ses habitants, et cette nouvelle idée de la Russie, cette nouvelle Russie qu'on lui montre, enfin pas si nouvelle que ça, parce que Poutine, Medvedev, c'est pas il y a 2 jours, quoi, mais cette Russie belligéreuse, belliquérante, belliqueuse, cette Russie belliqueuse, bref, cette Russie en guerre qui envahit l'Ukraine. J'ai beaucoup aimé parce que, déjà, ça m'a fait découvrir un truc. En gros, il y a un cimetière en région parisienne, qui est un cimetière qui est rempli de Russes. Je connaissais pas du tout l'histoire de ce cimetière. J'aime beaucoup les cimetières et les histoires de cimetières. Parce que quand les Soviétiques ont pris le pouvoir en Russie, beaucoup de Russes se sont exilés en France parce que la culture française était très présente en Russie à cette époque-là, à l'époque tsarine. Et donc les bourgeois, les propriétaires, tous ceux qui auraient pu se faire couper la tête par les communistes et les soviétiques, sont venus en France. Et donc on s'est retrouvé avec beaucoup de Russes en France et ils ont tous été enterrés dans un même cimetière en région parisienne. Et je crois même, enfin si, même l'auteur se balade dans ce cimetière à un moment et nous raconte comment il est et qui il rencontre dans le cimetière. J'ai appris plein de choses à la lecture de ce texte, j'ai appris plein de choses sur la Russie. Ça m'a beaucoup plu de voir ce questionnement. Et je pense qu'il n'est pas le seul, que même certains Russes sont aussi confrontés à cette dualité de leur propre pays. Donc lui, il vit en France, il a été très régulièrement en Russie, mais il est français en plus d'être russe. C'est intéressant. C'est un bon texte, j'ai apprécié. Donc si la Russie, ça vous intéresse, les auteurs russes, tout ça, et si vous aimez bien aussi la géopolitique, les conflits politiques, c'est un texte qui peut vous plaire parce que ça soulève plein de questions géopolitiques. Et enfin, le dernier texte dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Jacaranda de Gaël Faye, qui est le nouveau roman de Gaël Faye. Chez Grasset, j'avais à l'époque beaucoup aimé Petit Pays, mais je dois vous avouer que je n'en ai plus aucun souvenir. Je sais que ça parle du génocide rwandais, car Gaël Faye est lui-même rwandais, donc c'est une histoire qui fait partie de son histoire, c'est quelque chose qui fait partie de sa vie. Et c'est un texte sur le génocide rwandais. On va suivre la vie de Maël, si mes souvenirs sont bons,
Maël, il est élevé par un père français et une mère rwandaise. Et toute son enfance, sa mère a complètement mis de côté le Rwanda. Elle ne lui a jamais parlé de sa famille qui vit encore au Rwanda. Elle ne lui a jamais parlé de son histoire, de comment elle est arrivée en France, comment elle a rencontré son père. C'est une famille qui parle très peu, très secrète. Ça se passe dans les années 80-90. Et puis un jour, ils sont ensemble en train de manger à table. Et c'est en 94. À la télé, il y a des images du génocide rwandais. Il voit ce qui se passe dans le pays de sa mère. Et là, il peut pas s'en empêcher, il est obligé, il veut savoir qu'est-ce qui se passe au Rwanda, essayer de comprendre qui il est, parce qu'il est lui-même métis d'une mère rwandaise. Et c'est aussi son histoire, même si on lui a toujours caché, même si on n'a jamais voulu lui révéler, il a envie de savoir. Et puis en plus de ça, quelques jours après les images de ce génocide, sa mère part et revient avec un jeune garçon du même âge que lui, qui a 11 ans, qui est rwandais, et en fait c'est un rescapé du génocide. Et elle dit, on va l'accueillir chez nous, il est de ma famille, c'est un cousin, il va dormir avec toi parce qu'ils ont le même âge. Et lui il est hyper heureux, il se dit enfin j'ai un frère et en plus il est rwandais, on va pouvoir discuter, on va pouvoir vivre notre fraternité ensemble. Sauf que c'est un jeune rwandais qui vient d'être sauvé in extremis du génocide, qui ne parle pas français, donc en fait tout de suite il y a la barrière de la langue et puis il y a les traumas du petit rwandais que le français Maël ne peut pas comprendre. Et sur de 94 en gros jusqu'à les années 2020, on va suivre la vie de Maël, comment à plusieurs étapes de sa vie, comment il va prendre conscience de son histoire, prendre conscience de qui il est. Je dirais que c'est un roman grand public, je le dis pas du tout de façon négative, car j'ai pris énormément de plaisir à le lire, j'ai adoré cette lecture. Grand public parce que ça se lit très bien. C'est une histoire avec un jeune homme qui grandit, qui est face à des secrets de vie, des secrets de famille, un questionnement sur qui il est, sur son origine. Et on est pris dans ce mouvement, dans ce truc de récits, de témoignages au fur et à mesure qu'il rencontre des gens de sa famille au Rwanda, car il va faire plusieurs voyages au Rwanda, de ce que sa mère va bien vouloir lui dire. Très peu d'informations proviennent de sa mère. Il y a des récits, des pages entières qui sont des récits oraux qu'il entend, qu'on lui raconte sur comment ces personnes ont vécu le génocide, qu'est-ce qui s'est passé vraiment dans le quotidien du génocide. Donc c'est très dur à lire. On sent tous les stigmates de cette histoire par ces témoignages. J'imagine que ce sont des témoignages véridiques, c'est comme ça que ça a été vécu, mais est-ce que lui-même, Gaël Faye, a rencontré des gens qui nous lui ont raconté? Je ne sais pas dans quelle mesure cela est fictionnel ou non, mais en tout cas, c'est comme ça que s'est passée l'histoire rwandaise. Donc l'émotion, le choc ne vient pas forcément de l'écriture qui reste assez fluide et limpide et pas forcément stylistique, recherché. Contrairement à la musique, par exemple, de Gaël Faye, qui est beaucoup plus poétique, beaucoup plus enlevée. Là, on est dans un texte plutôt réaliste, terre à terre, c'est une histoire vraie. Mais il y a une force qui se dégage des mots et de l'histoire parce que lui, il prend parti pris de créer vraiment une histoire de bout en bout. C'est une histoire vraie, c'est le génocide rwandais comme on le connaît, mais il y a aussi une part de fiction avec ce garçon métis, la vie de ses parents qui vont vivre ensemble, puis se séparer, la vie de sa famille au Rwanda, sa propre vie à lui, quelles études faire, comment choisir son métier et tout ça. Donc il y a un vrai juste milieu entre le réalisme et la fiction qui fait que c'est très bon et c'est très fort et que moi j'ai pris beaucoup de plaisir, oui et non, parce que c'est des histoires très dures, mais en tout cas j'avais ce que je cherchais, je l'ai eu dans ce roman et ça m'a plu moi-même d'en savoir plus sur cette partie de l'histoire qui est encore peu connue par plein de gens. C'était donc tout pour cette première salve de la rentrée littéraire. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé de tourner pendant aussi longtemps et de parler de livres. J'avais plus l'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des petites idées, des petites envies. Je sais que moi je vous ai parlé de 15 livres et comme je vous l'ai dit, il y en a 400 ou 500. Donc arrivé en librairie, vous allez forcément être perdu dans ce torrent de livres. Mais après tout, est-ce que c'est pas ce qu'on aime, être perdu dans un torrent de livres, être pris dans un courant, un flot interminable et ne pas savoir vers quoi se tourner? En tout cas, moi, si, j'aime bien piocher. Donc là, c'est ma petite sélection, ce que moi j'ai lu, ce qui me faisait envie. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas, vous également, à me dire en commentaire quels sont les livres de la rentrée littéraire que vous avez peut-être déjà lus, ou en tout cas que vous êtes procurés pour lire, et je serai ravi de découvrir vos petites recommandations. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la faire voyager, la partager. Si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à la commenter. Et je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.